À la une, la mauvaise santé financière de la CTG. Un rapport du sénateur Georges Othily fait état de 100 millions d'euros de déficit sur 5 ans. Un manque à gagner auquel la collectivité va devoir faire face. On en parle avec notre invité, le président de la CTG, ce soir. À la veille de la journée internationale de droits des femmes, nous sommes allés à la rencontre d'une dame en tenue de chantier. À bas les clichés avec le portrait de cette femme jock dans un métier d'homme dans ce journal. Dans l'actualité également, la victoire des Français pour la première étape de la Coupe Davis qui s'est déroulée en Guadeloupe jusqu'au week-end dernier. Les Bleus l'ont emporté 5-0 face au Canada. Et puis, nous parlerons bulles colorées avec la sortie d'un album jeunesse, une bande dessinée qui raconte les aventures de 3 enfants guyanais à la découverte de la forêt. Mais d'abord, nous ouvrons ce journal avec notre invité ce soir, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur le Président, nous allons voir ensemble cette situation financière que nous évoquions tout à l'heure. 100 millions de déficit sur 5 ans annoncés pour la CTG. Ça, c'est le rapport d'un sénateur, Georges Othily. Comment allez-vous vous y prendre? Bien, d'abord remercier M. Othily publiquement pour le travail bénévole qu'il a voulu réaliser à nos côtés, auprès de 2 cabinets spécialistes en matière de finances publiques, Calia et Jean-Paul Toula. Et aujourd'hui, ce rapport nous donne un état des lieux. Il nous permet, à travers les comptes de gestion provisoires, à travers les opérations de clôture, d'avoir une image. Donc il ne faut pas, bien sûr, il faut rester vigilant, il faut être mobilisé, mais il faut décrire ce qui existe réellement. Donc l'état des lieux nous donne un déficit en fait aujourd'hui de moins 34 millions. Si nous ne prenons pas des mesures, on va dire sévères, réalistes, nous irons vers les 100 millions que vous avez annoncés. Et entre-temps, nous devons étudier maintenant tous les restes à réaliser, tous les titres non émis, les factures qui ne sont pas remontées, mais on doit également faire le point avec l'État qui, aussi bien pour l'ex-conseil général que pour l'ex-conseil général, a manifesté une baisse drastique des dotations. Alors justement, par quoi va passer, on va dire, la solution pour la CTG? Il y aura des prêts, il y aura un changement que vous évoquiez peut-être au niveau des dotations. Comment ça va se passer concrètement? Alors, les recommandations, c'est d'abord la maîtrise de la masse salariale, qui est à plus de 145 millions, avec une progression de 5%. On peut regretter que dans l'ancien Conseil général, au mois de novembre 2015, il y a eu un recrutement de 174 personnes. Et aujourd'hui, peut-être aussi le taux maximum utilisé pour les salaires des élus de la CTG? Ah, pas du tout. Nos salaires sont, on va dire, modestes, moyens. Le président que je suis touche exactement l'équivalent. C'est quand même, selon la loi, le taux maximum en tout cas. Le taux maximum, mais vous pensez qu'un élu qui touche 2100 € pour un nombre d'heures considérable, dont certains sont des salariés et doivent prendre des demi-services, non, je pense que c'est vraiment dérisoire. Regardons les choses là où elles sont. D'une part, l'État qui a manifesté une diminution considérable des dotations, notamment du côté de l'ex-conseil régional, une augmentation des effectifs, notamment du côté du Conseil général à l'époque, avec 374 personnes entre 2014 et 2015, dans 174 au mois de novembre. Donc je vous laisse seul juge à ce niveau, ce qui représente 145 millions. À côté, par contre, nous avons maintenant les opérations, on va dire, sociales, où là, on est à plus de 148 millions, avec une progression de près de 20%. Là, c'est un vrai recentrage qu'on doit avoir avec l'État, c'est-à-dire le RAS et d'autres, notamment les questions qui vont nous permettre aujourd'hui d'élaborer une stratégie. Vous savez que en ce qui concerne notamment les subventions qui sont donc accordées, bon, ben, il faudra véritablement s'appliquer à ce que cette collectivité maîtrise ses dépenses, mais aille chercher maintenant un emprunt pour permettre à la commande publique de se poursuivre et de stimuler l'économie guyanaise. On va aussi peut-être envisager une augmentation des taxes? Ce sont des choses à étudier, mais on peut également envisager certainement un recours qui sera déposé contre l'État sur le foncier qui ne paye pas.
Ça, ce sont des opérations sur lesquelles je pense que tous les Guyanais peuvent se poser légitimement la question. On demande à tout un chacun de payer ses impôts, notamment les taxes foncières ou taxes d'habitation. Et en Guyane, seule particularité de la France, aussi bien dans sa République qu'à l'outre-mer, ne paye pas donc ces taxes. On va également regarder ce auquel nous avons droit, telles que la continuité territoriale. On va également étudier les dotations, en particulier pour les lycées ou les collèges, où elles sont nettement minorées. Je voulais simplement revenir sur la question de la dotation. Vous-même, vous êtes monté au créneau face au gouvernement pour rappeler l'écart que vous estimez entre ce qu'on donne comme chiffre de la population, en tout cas par les chiffres de l'INSEE, et la situation réelle. En tout cas, vous pensez qu'il y a un réel écart. Quelle a été la réponse de l'État aujourd'hui? On sait que l'INSEE nous assure de sa bonne foi, mais l'État dit quoi à ce niveau-là? Non, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réponse officielle, puisque les courriers sont partis dans les différents ministères impliqués. Mais avec le cabinet qui va nous assister pour pouvoir en faire l'inventaire et l'étude, nous pouvons prouver sur les ratios de l'eau potable, sur les ratios donc, de la consommation de l'eau potable, sur les ratios donc, entre la de la population, des déchets, de la collecte, qu'il y a un véritable écart entre les chiffres annoncés par l'INSEE et les chiffres que nous présentons. Le seul cas, par exemple, de la commune de Saint-Laurent, qui actuellement dépasse 3000 naissances par an, au moment de la visite de Marisol Touraine, la ministre, il y avait ce jour-là 19 naissances. Si on comptait les Garines-Perros qui sont au large des communes comme Mana ou comme Saint-Laurent, si l'on compte par exemple à l'île-et-Portal la population qui y vit, dans les écarts entre Apatou, entre Papaïcheton, Maripasoula, etc., nous pouvons démontrer, vous-même ici dans votre site, à 2 pas de vous, vous avez un site, on va dire, informel, où il y a une population qui n'a pas été identifiée. Donc le but, c'est de nous permettre d'accroître notre dotation, d'avoir une répartition égalitaire auprès de la population dans les besoins qu'ils ont besoin pour le confort de vie. Rappelons justement que cet écart entre la population estimée et la population réelle creuse énormément cette situation de dotation pour la population. La preuve en est que je continue aujourd'hui. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Nous avons la même dotation que mon collègue Karam avait pour les lycées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un manque à gagner de pratiquement 7 millions. Alors que dans le cadre de l'éducation, nous avons augmenté notre dotation de pratiquement 5 millions. Vous avez beaucoup évoqué la situation du Conseil général. Est-ce que vous pensez que c'est la seule explication pas du tout. Pour ce déficit que connaît aujourd'hui la CTG? Ah non, non, non. Je vous ai expliqué d'une part la partie qui concerne donc les effectifs. Par exemple, la région a augmenté ses effectifs, mais ce sont des effectifs où il y a une avance de trésorerie, parce que c'est un personnel qui est mis à disposition pour le pôle des affaires européennes. Donc ça veut dire que c'est remboursé par l'Europe, 1 an après. Par contre, là où il faut vraiment travailler, c'est toute la partie sociale. Donc je pense au RSA, où dans ce cas d'espèce, l'État était pratiquement à 24 millions en 2012, 34 millions en 2013, et aujourd'hui on est pratiquement à 48 millions d'écart. Ça veut dire que par mois, aujourd'hui nous payons pratiquement 15 millions pour les charges, on va dire, sociales du RSA et d'autres. Donc il appartient aujourd'hui de le recentrer et de voir d'une part les contrôles qui vont être faits au niveau des allocations. On estime qu'il y a entre 20 et 30% de fraude, et en même temps de participer au débat national qui vise à recentrer la compétence au niveau de l'État. On parle aujourd'hui, Monsieur le Président, de tous ces efforts qui sont faits par la CTG pour retrouver une situation saine. Est-ce qu'on n'envisage pas peut-être une mise sous tutelle de la CTG? Je ne le pense pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans les moins 34 millions, il y a ce qu'on appelait la provision du Conseil général, qui visait en fait à payer le recours que d'ailleurs moi-même j'avais introduit à l'époque au nom de la CACL, et qui aujourd'hui fait l'objet d'un débat sur un remboursement d'environ 9 millions. Ça veut dire que cette provision en liquidité a masqué en quelque sorte une dégradation de ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc pour revenir aujourd'hui, on ne peut pas être sous tutelle, parce que jusqu'à 2017, nous avons de quoi de pouvoir évoluer. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de passer un nouveau cap. C'est-à-dire que fort de l'emprunt qu'on va soulever, et encore une fois, sans quémander ou sans être à genoux devant quiconque, sur les remboursements que nous pourrons faire par rapport à la masse investie, telle que le FCTVA ou autre, c'est d'obtenir cette subvention, d'être capable de les rembourser, et ainsi de stimuler l'économie pour le plan pluriannuel d'investissement que nous avons réalisé, qui est d'environ de 600 millions. C'est-à-dire construire un lycée déjà à Saint-Laurent, 2 collèges, les équipements qu'on a annoncés en infrastructure, etc. Garder le cap
des engagements qui ont été lancés au niveau de la campagne électorale. Et ce seront vos derniers mots. Merci beaucoup, Monsieur le Président Rodolphe Alexandre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Elle avait pour but de contrer l'échec scolaire. Aujourd'hui, la réforme des lycées professionnels lancée en 2010 ne connaît pas le succès escompté. C'est en tout cas le point de vue du syndicat SE-UNSA. Son délégué national, Stéphane Despierres, est d'ailleurs de passage dans le département pour faire le point sur place. Il s'exprimait ce matin au micro de Jonathan Lariot. La ministre a commencé réellement cette année, en début d'année scolaire, parce que c'est vrai qu'il y avait des enjeux gouvernementaux autres au niveau de l'école et du collège, de la réforme et autres. Donc c'est vrai qu'on attendait, il y avait des attentes fortes au niveau des lycées professionnels. Le président de la République s'était d'ailleurs engagé à valoriser la voie professionnelle. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que la ministre a lancé des actions concrètes, parce qu'en fait, faut travailler sur l'image de la voie professionnelle. Donc en fait, oui, disons qu'en fait, il y a deux étapes. Ça veut dire qu'on discute un petit peu de ce qui se passe, que ça bouge un peu. Il y a beaucoup de propositions ministérielles, des choses qui vont être effectives à la rentrée 2016, mais des choses qui vont être lancées plus dans le temps. Donc on peut justement recentrer des choses et puis essayer d'impulser peut-être certaines choses. On parlait de la problématique, par exemple, de capacité d'accueil pour les jeunes, d'ouverture de section. La ministre a annoncé des créations de postes, 1000 créations de postes en l'occurrence. Et donc, évidemment, ça peut être des supports importants de tout ce qui a été recueilli pour justement des actions revendicatives futures pour la Guyane, mais bien évidemment aussi nationalement, parce qu'en tant que délégué national, je pense que c'est important d'avoir une vision de ce qui se passe partout, y compris dans les DOM, bien évidemment. En bref, maintenant, 3 morts, dont un bébé. C'est le bilan provisoire de l'impressionnant incendie qui s'est déclenché à Albina très tôt ce matin aux alentours de 3h30. Un incendie qui a ravagé plusieurs bâtiments suite à une explosion d'origine encore inconnue. La police, qui était non loin des lieux, s'est précipitée. Il y aurait vraisemblablement encore 2 corps enfouis sous les cendres. Les sapeurs-pompiers surinamais recherchent actuellement toujours des personnes disparues. Illégalement installés dans le quartier de la Levée, 7 foyers ont été expulsés à Matoury la semaine dernière. Aujourd'hui, le collectif Trop Violence et la CLCV, l'association Consommation Logement de cadres de vie, se sont rendus sur place pour constater les destructions et rappeler les devoirs de l'État en termes de relogement pour ces familles. On écoute justement les précisions du président de l'association. On se pose la question, est-ce qu'une enquête sociale a été faite au préalable? Et c'est ça qui nous intéresse. Donc la première question que nous allons poser à ces personnes, est-ce qu'au niveau de la préfecture, au niveau des services de l'État, cette enquête a été faite? Et est-ce que la mairie de Matoury a été informée de ces démolitions, à mon avis, qui s'est passé en catimini? Et ce que nous avons constaté en ce moment, les personnes se retrouvent à la rue et nous demandons expressément à la préfecture, parce que c'est eux qui ont donné le concours de la force publique pour venir démolir les maisons de ces habitants qui se retrouvent dans la rue. Donc maintenant, il faudra qu'ils prennent en charge le relogement de ces personnes. Et nous allons les accompagner, ces personnes, dans ce volet qui est le volet relogement. Et ils sont à droite et à gauche, comme on dit, chez des familles, chez des amis. Et ça, c'est insupportable. Vous comprenez la souffrance de ces personnes. Donc aujourd'hui, il faudra que l'on mette à point tout sur la table de façon à ce que ces personnes-là soient relogées comme il se doit. Il y a le droit au logement opposable, mais il faudra qu'on l'applique pour ces personnes, puisque l'on a fait pour TRK, il faudra qu'on le fasse aussi pour ces personnes. Direction la Martinique maintenant, avec une affaire dont l'Église catholique se serait bien passée. Un sacristain de la paroisse de Ducos a été mis en examen pour viol sur mineur. À ce stade de l'enquête, aucun élément ne permet de savoir si les faits se sont déroulés dans le cadre de ses fonctions religieuses. Le diocèse, en tout cas, appelle à la prudence. Loïc Régis. Les faits remonteraient à près de 2 ans et ce sont les parents des victimes qui auraient porté l'affaire devant la justice. Un homme d'une trentaine d'années exerçant au sein de la sacristie de l'église de Ducos est accusé de viol et agression sexuelle sur mineurs. L'individu originaire de la commune a intégré la paroisse il y a 3 ans. Il est notamment en charge de l'enseignement du catéchisme. Peu d'informations filtrent sur ce dossier. À ce stade, rien n'indique que les faits se seraient déroulés durant son service à l'église. Un nouveau scandale qui ne laisse pas les paroissiens indifférents, même si peu d'entre eux condamnent ouvertement le mis en cause. Nous sommes tous pécheurs. Qui n'a pas péché? On vous dit jetez-lui la pierre. Est-ce qu'on peut jeter la pierre? Parce que je ne sais pas non plus dans ces conditions. Bien sûr que ce n'est pas un sujet vraiment réjouissant, surtout pour nous les catholiques. Mais au fait, nous sommes qui pour juger? Son action n'a pas été belle. Le Seigneur n'aime pas son péché, mais aime l'homme lui-même. Ça me fait peur pour mes enfants. Comme je vous dis, on est là à l'abri de quoi que ce soit. Et ça me fait effectivement peur pour mes enfants. Si le représentant de l'Église se refuse à toute ingérence dans les affaires judiciaires,
il se dit totalement choqué. Oui, surprise totale, bouleversé d'abord pour des personnes, pour des victimes qui ont porté plainte. Donc on verra si la justice fera son travail encore une fois. Je ne peux pas me prononcer. Là, il ne faut pas traîner dans ce genre de choses, surtout de nos jours, et surtout dans l'Église catholique quand il y a un cas. Alors évidemment, c'est un laïc, ça peut arriver ailleurs, etc. Il ne s'agit pas d'un clerc, d'un prêtre. Alors évidemment, si c'est un clerc, un prêtre, ce sont des choses qui sont arrivées. Il faut être radical et sans concession. L'affaire a créé l'émoi au sein de la communauté catholique. L'homme a été écroué hier après-midi au centre pénitentiaire. L'enquête se poursuit. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons à la rencontre d'une femme d'honneur à la veille de la journée de la femme. Le portrait d'une chef de chantier guyanaise à suivre dans quelques instants. Et puis de la littérature jeunesse avec une BD. Les jeunes aventuriers, rencontre à suivre avec un des auteurs dans quelques instants. En substance, c'est l'annonce faite ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Plus de mails et moins de courriers. Au 1er janvier 2017, les plus grandes entreprises et services publics devront préférer les factures électroniques au courrier papier. Une question de fiabilité, de simplification de gestion et d'écologie. Les précisions du représentant de la délégation interrégionale des finances publiques au micro de Xavier Paul Lepeletier. Cette réunion, c'est la continuité de plusieurs réunions qui ont eu lieu dans toutes les régions de France en métropole. Et donc nous les déclinons aujourd'hui en Guyane et dans le courant de la semaine en Martinique et en Guadeloupe. Donc l'objectif est de présenter aux collectivités locales, mais également à tous les ordonnateurs, donc ce qu'on appelle tous les gens qui font de la dépense publique, la facturation électronique qui va être une obligation pour les entreprises qui vont devoir transmettre, alors dans un délai qui s'étalera entre 2017 et 2020, donc leurs factures vers la sphère publique de manière dématérialisée, sachant que les échanges du secteur public local et de l'État en termes de factures, c'est à peu près 100 millions de factures par an. Et donc, bien évidemment, il y a un impact, entre autres, écologique, et ne serait-ce qu'en termes d'archivage, de gestion et de délai également de traitement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer comment ça va se passer, quelles vont être les obligations des uns et des autres. Vous le savez, demain, la femme sera à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, nous allons à la rencontre d'une dame au profil un peu atypique. Claire Stéphanie est conductrice de travaux sur un chantier en construction, une filière très occupée par la jante masculine. Elle a toute une équipe à ses ordres et dit faire preuve de tact, surtout, dit-elle, quand il s'agit de ces messieurs. Ayodele Germa. Claire est conductrice de travaux. À 37 ans, elle dirige une dizaine d'ouvriers sur ce chantier de construction de logements sociaux. Je dois m'occuper de la relation entre les ouvriers et le client. Donc je fais les réunions de chantier. Je m'occupe aussi du matériel, savoir ce dont ils ont besoin, donc je dois leur ramener pour qu'ils puissent travailler ou pas. Et je m'occupe aussi du suivi, voir si ça avance assez bien ou pas, par rapport aux demandes du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, et par rapport au planning qui a été défini au tout début. Regarde, ils ont enlevé les faux plafonds alors qu'il y avait des faux plafonds. Une charge de travail importante pour celle que certains de ses collègues ont pris au début pour la secrétaire. C'est ce qui arrive souvent. Et après, quand je dis non, c'est moi qui ai conçu les plans, ou c'est moi qui ai fait l'étude avant de venir sur le chantier, du coup le rapport change. Et là, on arrive à avoir un meilleur dialogue, à échanger naturellement. Spécialiste de l'étanchéité des façades, pendant 8 ans, elle est dessinatrice de plans de construction. L'an dernier, elle prend du galon et c'est avec diplomatie qu'elle supervise les travaux d'installation électrique. Ne pas prendre les hommes à rebrousse-poil. Il faut y aller, il faut parler, il faut communiquer, échanger. Normalement, et en général, ça passe. Moi, personnellement, je vous dis, j'ai pas de problème. Il faut quand même un minimum d'autorité pour pouvoir se faire respecter. Après, on n'a pas besoin non plus d'aller à la confrontation pour pouvoir se faire respecter. Le secret de Claire, c'est une main de fer dans un gant de velours, une qualité appréciée autant que ses compétences en électricité. L'électricité, c'est quelque chose que les femmes ne font pas beaucoup et elle est dans ça. Elle connaît bien son travail, tout. Donc ça me fait plaisir. Dans quelques semaines, ce chantier de construction s'achèvera. Elle veille à la bonne réalisation des finitions
avec sa petite touche féminine. On ouvre une page sport à présent avec ce pari réussi pour Yannick Noah. Le capitaine de l'équipe de France de tennis rêvait d'organiser cette compétition sportive des plus prestigieuses au monde. Son équipe a remporté la Coupe Davis, en tout cas cette première étape de la Coupe Davis, 5-0 face au Canada. Retour sur le spectacle exceptionnel auquel les Guadeloupéens ont assisté ce week-end avec Yvan Lemar. Vendredi, Gaël Monfils lançait parfaitement la France dans la compétition. Le Guadeloupéen a dominé sa rencontre. Il gagne le premier match en 1h30, 6-3, 6-1, 6-3. Pour le deuxième match, Gilles Simon rentre en lice. Après un premier set difficile, il remporte le deuxième point de la France en s'imposant 7-5, 6-3, 6-3. Samedi, place au double avec Richard Gasquet et Joe-Wilfried Tsonga. Les Français sont accrochés au premier et troisième set, mais gagnent 7-6, 6-1, 7-6. Avec cette victoire, la France gagne son troisième point et remporte ce premier tour. Hier, il n'y avait pas d'enjeu. Richard Gasquet affrontait Philippe Bester. Il remporte le quatrième point de la France, 6-1, 7-6. Pour le dernier match, Joe-Wilfried Tsonga affrontait Frank Dancevic. Le premier set est remporté par Dancevic au tie-break, mais juste après, le Canadien abandonne. La France gagne ce premier tour de la Coupe Davis 5-0. Il y a une très très bonne ambiance dans l'équipe, une belle atmosphère, c'est venu très rapidement. Je m'attendais à une situation beaucoup plus compliquée à l'intérieur du groupe. Le groupe il est soudé, les joueurs vivent bien ensemble. Je suis satisfait en tant que capitaine et avec mon staff, on est satisfait du boulot qu'ils ont effectué. Beaucoup d'heures de travail pour jouer sur une surface sur laquelle ils n'avaient pas joué depuis longtemps. Ils ne rejoueront pas là-dessus avant 1 mois et demi. Donc pour eux, c'était un sacrifice, en tout cas un bon signe de leur part de venir si tôt jouer. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait l'impasse pour jouer la semaine prochaine. Donc c'est tout à l'honneur de notre équipe. Ça prouve que les gars sont vraiment motivés pour la Coupe Davis. La France est donc qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Elle affrontera la République tchèque du 15 au 17 juillet prochain. Et pour cette occasion, une équipe de supporters a créé un groupe qui a suivi brillamment l'équipe de France lors de ses jours de compétition. Voici une immersion parmi eux signée Yvan Lemar. Pendant que les joueurs se préparent, les supporters de la We Are Tennis Academy se mettent en place. C'est près d'une quarantaine de membres motivés qui composent ce groupe constitué il y a 2 semaines. Une équipe de fous, des gens motivés et qui ont vraiment envie de porter les couleurs de la Guadeloupe. Je crois qu'on a pris conscience aujourd'hui qu'on est dans un événement qui est vraiment unique parce que la Coupe Davis en Guadeloupe, ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Peut-être que ça n'existera plus. Alors on a envie vraiment de marquer le terrain et de montrer qu'en Guadeloupe c'est différent parce qu'en Guadeloupe c'est chaud. Nous sommes à moins de 30 minutes du début du match, un petit briefing avant de prendre la direction des tribunes. On va se diriger dans les tribunes, devant la tribune c'est comme hier. Et il faut que le monde entier nous entende. Dans les tribunes, les fans sont prêts à tout donner. On est chaud, on est aussi chaud que le soleil. Les Canadiens ne peuvent pas avec nous. On va manger les Canadiens aujourd'hui, c'est comme ça. Alors vous êtes prêts, vous connaissez tous les chants. Tous les chants, on en a inventé. On en a inventé au fur et à mesure. On a un répertoire à la remplie. C'est magnifique. La France s'impose 5-0 face au Canada. Les supporters sont ravis. Génial, la Coupe Davis, c'est la première fois que je viens. Une ambiance de tonnerre avec toute l'équipe Watford, vraiment j'ai adoré. C'est la grande victoire pour la France, super content d'être en Guadeloupe pour avoir vécu ça, dans la Fan Academy, c'était super. Une très belle fête déjà sur le plan sportif, puisqu'on repart avec 5 victoires à 0. Et puis d'un point de vue émulation, je crois qu'on a vraiment rempli le contrat.
Je crois que la WATFA de BNP Paribas et tout le peuple, tout le public qui était là, était vraiment unanime pour dire que la fête était belle. Hey! Alors les gars, qui j'ose atterrir? L'aventure des We Are Tennis Fan Academy continue. Ils ont prévu de mettre l'ambiance sur d'autres événements en Guadeloupe. Retour en Guyane maintenant pour finir ce journal avec la sortie des Jeunes Aventuriers, un album jeunesse qui deviendra une série, une bande dessinée retraçant le parcours de 3 enfants guyanais aux origines toutes différentes à la découverte de la forêt guyanaise. Rencontre avec l'un des auteurs signé Maxime de la Houplière. Les Jeunes Aventuriers, c'est l'histoire de 2 enfants perdus dans la forêt guyanaise. Une situation peu rassurante au premier abord, mais qui va rapidement prendre une tournure positive grâce à leur rencontre avec Domingo, un petit Amérindien. Pour les aider à s'en sortir, celui-ci va leur apprendre à apprivoiser la forêt. L'idée première du livre, elle était de montrer effectivement que la forêt n'était pas qu'un lieu d'angoisse, etc. Donc voilà, ça c'est l'idée du livre et on essaye au maximum que les enfants s'amusent dans cet univers qu'on nous présente souvent via la métropole notamment, comme l'enfer vert en fait. Malgré tout, pour construire une histoire, il faut quand même mettre quelques petites tensions dramatiques pour nourrir le récit. Donc le début est assez perturbant pour les enfants, puisqu'il nous fallait une raison pour laquelle ils soient perdus dans la forêt, puisque c'est un lieu où ils ne vont pas naturellement. Donc voilà, il y a un petit peu de tension au début, et après la rencontre avec le petit Amérindien, Domingo, fait qu'ils vont progressivement se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce milieu-là. Même s'ils ne sont plus très jeunes, les 3 auteurs, Joub, Olivier Copin et Nicobi, n'en sont pas moins aventuriers. Ils ont tout fait pour produire une BD 100% guyanaise et pour cela, il a fallu convaincre une maison d'édition locale. Au début, j'ai un peu peur parce que c'est nouvelle pour moi aussi. Pour l'instant, je fais que les petits des éditions pour les jeunesses, vraiment pour les tout petits, même jusqu'à 9 ans, c'est des petites histoires. Mais là, un BD, c'est autre chose. Il y a les relectures, il y a les dessins, il y a même l'impression, c'est nouvelle pour nous. Et je prends ça comme l'aventure, comme le titre. Les Jeunes Aventuriers a été édité à 5000 exemplaires. Elle est disponible depuis la semaine dernière dans les librairies guyanaises. Plusieurs tomes devraient voir le jour, mais en attendant, le premier opus sera présenté dans les prochains jours au Salon du Livre à Paris. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.